a dû s'échapper des forces. Ah d'accord, ok. Et quand on s'est échappé des forces, il fallait faire un demi-tour encore. Rembobiner la cassette. Et on est revenu jusqu'à Ouagadougou. Pour faire un départ maintenant sur notre voyage. Ouais. Et je peux t'assurer qu'on est resté entre la peur mélangée, la peur d'appeler au pays qu'on est revenu à Ouaga pour les inquiéter. On n'a pas dit ça. Mais il faut aussi demander l'argent. On n'a pas l'argent. Donc, de Ouagadougou jusqu'à Agadez, on a fait 2 jours sans manger. On buvait que de l'eau. Sans pitié quoi. Sans pitié. Et le pire dans tout ça, quand je suis rentré, la première fois où j'ai eu mes papiers, tout ça, et que je suis rentré au pays, ce monsieur même, je l'ai vu. Tu l'as vu où? Au village. Je t'ai dit Dans ton village? Je t'ai dit qu'il vient du même village que moi. On n'a pas les mêmes noms de famille. Mais je t'ai dit qu'un des gars qui est avec moi là, il le considère comme son tonton direct. Bonjour Nassim. Oui, bonjour Bakela. Est-ce que tu peux te présenter à ma communauté? Déjà, tu l'as déjà tout dit. Moi, je m'appelle Bara Nassiro et je viens de Burkina Faso. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Oui. Voilà. Ok, tu viens de quel village au Burkina? Je viens plus précisément à Béguédo, c'est dans le sud-est du Burkina Faso, pas loin de la frontière de Lomé. Voilà. Donc tu fais la franchir avec le mieux quoi. Voilà. Nassim, est-ce que tu peux nous raconter ton avance au Burkina Faso? Parce que tout le monde sait qu'en Afrique, c'était gamin. Tu te profites bien, tu sors avec des copains, tu vas faire chaque des magouillas, tu vas faire. Il y a pas mal de choses à faire quand tu es gamin en Afrique. Est-ce que tu peux nous raconter en fait voilà quoi, ton avance au Burkina Faso? Ouais, c'est vrai, en tant qu'Africain, on a eu une enfance un peu insouciante, c'est savoir jouer, mais c'est tout ça, mais il faut savoir aussi que tous les enfants n'ont pas eu le même privilège. Tous les enfants aussi ne sont pas nés dans le même cadre. Il y a des enfants qui sont nés dans un cadre agréable où ils ont tout à leur possession pour pouvoir bien profiter. Ouais. Après ça, il y a des enfants aussi qui sont nés dans des situations un peu plus précaires. Moi, je ne vais pas dire que je suis né dans une situation un peu précaire, mais j'avais pas aussi une situation de luxe comme certains enfants. Et moi, mon enfant, je l'ai passé aussi comme la majorité des enfants africains. On allait à l'école à pied, bien sûr. C'est pas le genre de l'école où on va te chercher tous les matins. Déjà, si tu as des structures au nez, c'est déjà pas mal. Mais j'ai eu quand même la chance que mon école primaire était pas loin de la maison. On va dire quoi, c'est à peu près entre 7-10 minutes à pied. Et le problème, c'est qu'on devrait obligatoirement traverser l'autoroute pour accéder à notre école. Et c'est comme ça qu'on fait tous les matins. Après, les dimanches, on accompagne nos frères qui gardent les béliers, machin, tout ça, on va s'amuser. On va aussi à la chasse des maruyas, comme tu dis. Ou parfois, je fous les manguiers pour manger les mangues, machin, tout ça, s'amuser dans la boue. Avec insouciance, quoi, tu vois. Profiter de la vie. Ok, t'as pas fait mal de choses quand même quand tu étais gamin. En tant que gamin, on fait toujours des bêtises, tu vois. Mais c'est des bêtises que n'importe quel enfant pourrait le faire. C'est pas des bêtises avec énormément de conséquences. Sinon, des bêtises, on en a fait tellement. Ok. Est-ce que toi, tu regrettes aujourd'hui, en fait, d'avoir été un adulte aujourd'hui? Si je regrette d'être un adulte aujourd'hui? Ouais. Parce que tout le monde sait qu'en enfance, quand même, t'as pas de soucis. Tu vis bien, tu fais des choses incroyables, tu profites bien. Mais quand tu es adulte, franchement, tout s'arrête face aux choses sérieuses. Aujourd'hui, est-ce que si on te demande de retourner, en fait, en enfance aujourd'hui, est-ce que toi, précisément, tu vas accepter cette choix? C'est une très bonne question, mais je ne saurais répondre précisément avec cette question puisqu'on n'a pas... C'est une question dont on n'aura pas un choix à faire. Qu'on veut être enfant ou pas, on finira par devenir adulte. Donc c'est une phase de vie, c'est étape par étape. Et quand l'étape d'être adulte arrive, il faudra assumer. Sinon, je ne peux dire que voilà, si je regrette ou pas d'être une adulte. De toute façon, c'est quelque chose qui est censé arriver, que peu importe ce que je vais faire, c'est comme si j'ai pas une issue de sortie. Il faut forcément devenir adulte. On est enfant, c'est vrai, on aime bien être enfant, parce que voilà, tout nous est permis, bon, même si, pour pas dire tout, mais tout nous est permis en termes de responsabilité, on n'a pas certaines choses à penser, on n'a pas certaines charges sur nous quand on est enfant. Et il y a aussi cette partie-là qui doit à un moment donné terminer. Et on rentre dans la phase d'adulte.
où on doit assumer nos responsabilités, où on doit assumer nos actes. Donc, je ne veux pas dire que je regrette, c'est juste que je le prends comme en tant qu'homme. Ok. Voilà. Ok. Quel a été tes rêves quand tu étais gamin? Quand j'étais gamin, j'avais des rêves, certes, j'avais vraiment des rêves. Moi, mon rêve principal, c'était de devenir un grand homme d'affaires. C'est un rêve. Ouais. Et quelque chose que je devrais travailler pour y arriver. Je ne veux pas dire que c'est une rêve parce que je suis toujours là-dedans. Dans cette ambition d'aller devenir un grand homme d'affaires. Est-ce que tu sais qu'on m'appelait, en tant que quand j'étais petit, à l'âge de 15 ou 14 ans, on m'appelait déjà un homme politique. Alors que je ne fais pas la politique, on m'appelait politicien. Mais je ne sais pas pourquoi on m'appelait politicien. Peut-être qu'ils voyaient ça en moi, que moi-même, j'arrive pas à voir. Mais moi, j'aimerais bien d'être un politicien. Moi, mon rêve, c'est juste faire des business et gagner de l'argent. Être un homme libre. Voilà, gagner de l'argent. Un homme qui est libre dans la tête, un homme qui, peu importe quel problème tu as, tu viens le voir, il est capable de résoudre ton problème. Et j'y travaille pour jusqu'au venir. Ok. Avant de partir au Burkina Faso, en fait, tu as fait quoi comme l'école? Avant de partir au Burkina Faso, j'ai étudié, je suis arrivé jusqu'à CM1. CM1, j'ai arrêté. Il faut savoir aussi que quand on est dans une grande famille, à un certain moment donné, même le papa même a du mal à scolariser tous les enfants. Ouais, Suivre la scolarité, tellement on est beaucoup. Ouais. Donc, il faut que certains se sacrifient pour d'autres. Mais après aussi, en Afrique, tu vois, quand tu vois que ton grand frère, l'aîné, a un bac+5, un master, un doctorat, mais qui est à la maison, qui ne fait rien, il n'y a rien qui te motive à continuer à aller étudier, en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est toutes ces raisons qui a fait que, voilà, dès en CM1, on a claqué la porte et puis, s'est lancé dans autre chose. Voilà, j'avais déjà commencé à faire la mécanique des vélos, Ouais. tu vois bien, au bord de la route et tout ça là. Cet endroit qui est devenu aujourd'hui, quand je suis rentré récemment, un grand carrefour commercial. Ah oui, tout a changé quand Tout même. a changé. Pourtant, quand j'avais installé la base de mon mécanique, on n'était que 3. Il y a une dame qui vendait des poissons et moi je faisais la mécanique des vélos. Et il y a un autre grand frère qui vend aussi de l'essence. À l'époque où on vendait l'essence dans des bouteilles, tu vois. Et j'avais fait ça petit à petit jusqu'à j'ai mis une petite boutique. Ensuite, j'ai commencé à faire la soupe des pieds de vache et tout ça, et la tête et tout ça. Et Ça marche. dans ça que je me débrouillais. Oui, ça marchait très très bien. Je ne veux pas dire que ça marchait pas, ça marchait très très bien. La chose, je me débrouillais jusqu'à ce que j'ai abandonné. Je suis parti à Lomé. Et à Lomé, maintenant, je faisais des voyages. J'avais un patron qui m'envoyait au Niger, au Burkina pour amener la commerce des oignons. On partait au Niger ou au Burkina acheter des oignons pour amener à Lomé et vendre. Voilà, j'ai fait ça jusqu'à je suis parti au Burkina. Ok. Ok. Pourquoi tu es parti de Burkina? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette partie-là? C'est une très bonne question. Pourquoi je suis parti? Quand je faisais ce commerce-là, je ne veux pas dire que je ne m'en sortais pas, parce que moi j'avais déjà fait mon premier million en étant au pays. Je m'en sortais bien. Mais comme tu sais, dans une famille, il y a toujours un enfant qui est un peu où on voit quelque chose en lui. Même si lui-même il ne voit pas ça en lui. Je suis né dans une grande famille où il y avait la majorité de c'est la polygamie et tout ça là. Mes autres mamans, ils ont déjà leurs enfants à l'extérieur en Italie, machin, tout ça. Maintenant, il restait que ma maman qui n'avait pas son enfant en Italie. Et il y a un de nos frères, demi-frères, on va dire. En français, on dit demi-frère, mais nous, on appelle frère Coco, qui a donné l'argent à notre papa. Il dit, voilà, choisis un enfant qui va voyager. Tu vois, et le vieux a choisi moi. Pendant ce temps, moi, je n'étais même pas à la maison. J'avais mes grands frères et mes petits frères et tout ça. Mais le vieux a choisi moi. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi moi. Et je n'ai pas eu aussi l'audace de lui demander pourquoi il a choisi moi. Il m'a appelé à Lomé en me disant que je dois rentrer pour partir en voyage. Quand il t'avait choisi, en fait, est-ce que toi, personnellement, tu étais fier de toi? Parce que je pense qu'on ne choisit pas au hasard. Si tu vois qu'il t'a choisi, je pense qu'il avait quelque chose encore. Est-ce que ça, tu étais fier de toi? Il n'y a pas une question de fierté, il n'y a pas une question sur le coup, il n'y a pas une question de fierté, on a plutôt focalisé sur les objectifs à accomplir. On met la fierté de côté
me dit, mais attends, si on m'a choisi, il faut que j'assure. C'est-à-dire, ton esprit même ne s'apporte même pas le temps de privilège, de se poser une question de fierté. Je te dis, c'est comme un fardeau qu'on te met sur ton épaule. C'est tout ce qu'on pense, mais on ne pense pas à la fierté sur le coup. Avant de partir au Burkina Faso, est-ce que ta famille savait que tu allais voyager? Est-ce que la famille savait? Je m'en doute bien que la famille devrait savoir, puisque tu sais, la plupart des familles en Afrique, quand on essaie de faire un truc important, on essaie de discuter entre comment on dit ça, la famille, les grandes personnes, les papas, puisque ça a été un choix certes, c'est le grand frère qui donne l'argent, c'est le vieux qui décide qui doit voyager, mais je ne pense pas que le vieux décidera ça tout seul. Il y avait mon oncle, certainement il aurait en parlé, et certainement aussi avec ma maman bien avant, et mes autres mamans. Après, mes frères et sœurs, cousines, cousins, ils sont au courant, ça je peux pas savoir, mais c'est sûr que, quelque chose est sûr que celui qui a donné l'argent est au courant du choix que le vieux a fait. Et non, maman aussi certainement devront être au courant, ainsi que mon oncle. Voilà. Ok. Ta maman, elle t'a fait bénédiction, beaucoup de baraka, beaucoup de douba ou quoi? Parce qu'on sait que Maman Africa, franchement, voilà, délicat ça vaut. Parce que là, en Afrique, c'est un continent que j'adore. J'adore tout le monde, hein, mais la culture africaine, elle est incroyable. Quand tu voyages comme ça, si ta maman elle est là, ou bien ta tante, ou bien tonton, franchement c'est les barakas, on te fait des douaou. Franchement, on fait une petite dédicace à tous nos mamans ici. Ce jour, ta maman, elle t'a dit quoi comme dernier mot, comme dernière baraka, dernier douaou? Maman, elle n'a pas dit grand chose puisque c'est ma première fois, j'étais déjà à Lomé. Et quand je suis rentré de Lomé, avant de continuer cette grand voyage, j'ai fait quoi 2 semaines à la maison. Mais le jour du voyage, à 2 jours du voyage, elle m'a appelé. On était un soir comme ça. Le soir, les enfants dormaient et tout ça. Et elle m'a appelé. Elle m'a dit, elle n'a pas grand chose à me dire. Tout ce qu'elle a à me dire, c'est d'arrêter de me battre. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Parce que tu te battais beaucoup quand tu étais au pays. Ouais, ça nous arrive souvent de se battre. Oui, c'est vrai. Mais elle m'a juste dit, arrête de te battre. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Je me souviens très bien parce que quand on était en Afrique, on nous disait toujours, quand tu voyages, si tu as des enfants, si tu as des caractères, tu laisses devant ta porte avant de voyager. C'est vrai. Ils nous disaient tout le temps comme ça. C'est vrai. Je pense que c'est un conseil, moi, je ne peux jamais oublier. C'est pour ça que, même aujourd'hui, quand moi j'ai un conflit avec quelqu'un ou bien si j'ai quelque chose avec quelqu'un, quand je pense à ce conseil-là, en fait, je te le jure, hein, j'ai essayé de m'inverser. J'ai dit, ouais, en Afrique, on m'a toujours dit, avant de sortir c'est chez toi, si tu as un caractère, tu laisses devant ta porte avant de partir. C'est très, très intéressant. Donc, le jour de départ. Mais tu sais aussi, quand j'étais petit aussi, je prenais ça comme quand ils parlent, nos parents disent ça. Bon, j'ai tendance à négliger, à minimiser l'importance de ces propos. Mais c'est en mûrissant, en grandissant que j'ai compris l'importance de ça. Ouais. Puisqu'il y a un proverbe qui dit souvent, mieux vaut convaincre que vaincre. Parce que ce qui est convaincu, c'est un fils vaincu. Mais ce qui est vaincu ne sera jamais convaincu. Ouais. C'est pas Parce que quand on est convaincu, on a toujours la rage de vengeance. Quand on est vaincu plutôt. Mais quand on est convaincu de quelque chose par les mots, ça reste gravé à notre mémoire à jamais. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Le jour de ton départ, tu te sentais comment? Le premier jour, tu voulais voyager. Tu sais pas là où tu vas partir. On essaie, tu sais, voilà, je vais voyager. Tu te sentais comment ces jours-là? Je me sentais un peu serein. Oui. Et pourquoi je me sentais un peu serein? Puisque la route qu'on devrait prendre pour effectuer le voyage, c'est déjà mes zones de repérage, c'est des zones où j'ai déjà fréquenté. Donc il y a un peu cette assurance qui est déjà en moi. J'étais devenu, on était 3, j'étais un peu, en quelque sorte, le guide des autres. Parce que moi je connaissais la route. Comme
à travers le commerce que je faisais à Lomé, aller au Niger, chercher de l'oignon, aller au Burkina et tout ça. Je connais pas mal de villes au Burkina, pas mal de villes au Niger. Ouais. Donc ça m'a permis aussi de savoir au poste de police, par exemple, comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut présenter. Ouais. Cela a facilité un peu le tracé. Du coup, je me suis pas du tout inquiet. Pas du tout. J'avais juste seulement un objectif clair en tête. Bah, si t'arrives, voilà ce que tu dois faire. Avec tous les plans, quoi. Voilà, si t'arrives, c'est vrai, on n'avait pas de destination claire de où est-ce qu'on s'en va. Ouais. On s'est rabattu déjà sur l'Algérie, dans un premier temps. Mais, en disant, quand on arrive, voilà ce qu'il faut faire. C'est qu'on commence à travailler, voilà ce qu'il faut faire. C'est juste ce qu'on pense, tu vois. C'est comme des militaires. Quand tu pars en guerre, tout est déjà planifié. Quand tu arrives là-bas, toi tu restes là-bas, lui reste là-bas, l'autre reste là-bas. T'as tout compris. Ouais. T'as tout compris. Ok. Je vois que tu as passé au Mali. Oui. Bon, on nous disait souvent, je ne sais pas si c'est, voilà quoi, on nous disait que Mali, c'est l'un des pays les plus accueillants en Afrique de l'Ouest. Quand tu t'es arrivé là-bas, est-ce que tu t'es fait des amis? Est-ce que tu t'es bien accueilli au Mali? Ce que tu dis, c'est vrai. Mali, c'est un pays très accueillant, mais tu sais, dans chaque situation, comme on aime souvent dire, c'est un grain d'arachide qui pourrit tout un sac. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Je vais te raconter une histoire. Au Mali, quand on venait, on a fait une escale dans une ville, là, j'ai oublié le nom de ville. Ouais. On devrait rester à la gare. Ou je ne sais plus, parce que le car qui nous a amenés ne va pas à Gao. Maintenant, il fallait qu'on entre notre car pour échanger. Et sauf que le car, il n'arrive pas vite. On est arrivé dans la ville, là, il était vers 10h, 11h par là. Ouais. Et le car devrait venir le soir à 22h. Donc, on nous a gardés, c'est un petit gare, hein. On nous a gardés, on était assis à la gare, on nous dit qu'il y avait que nous-mêmes, nous trois. Vu que c'est pas un grand gare. On était assis là-bas et il y avait ces Maliens qui géraient le gare. C'est là où tu comprends qu'il y a des gens, il y a les uns et les autres. Et il a bien pris soin de nous, il nous a même amenés chez lui. On s'est douché, échangé et il a demandé à sa femme de cuisiner. Pour vous? Oui, sa femme a cuisiné, ramené la nourriture à la gare, on a mangé ça là-bas. C'est un geste. Et il nous a trouvé des nappes pour se reposer en attendant que le car gère. J'ai dit, ouais, si le Mali est comme ça, et si, en plus, c'est le premier ville de Mali où j'ai fait l'escale. J'ai dit, si tout Mali est comme ça, restons ici en même temps. Je me suis dit, il y a un cauchemar qui nous attend devant. Tu vois, parce que le car est venu à 22h, on est parti et tout ça. À Gao, on arrive à Gao. Il y a un monsieur là qu'on appelle Karim Mokola. Je crois que pas mal des aventuriers qui ont pris cette route connaîtront franchement ce monsieur. Apparemment, il est décédé. Paix à son âme. Même si ça me fait pas plaisir de le dire. Je te mens pas, Suleiman, ce que le monsieur nous a fait subir, c'est atroce. On fait pas ça à un humain. Wow. Jusqu'aujourd'hui, je peux t'assurer que je n'arrive pas à oublier. Ça a failli même faire en sorte que j'oublie le mot Mali même dans ma tête. Parce que le monsieur nous a enfermés. Je peux dire, c'est là-bas où ma carte d'identité est restée, parce que j'avais pas de passeport à l'époque. Ma carte d'identité plus mon téléphone et mon argent. Il nous a enfermés dans une maison comme ça et tous les jours il réclame l'argent. Est-ce que tu sais qu'on a acheté un paquet de cigarettes à 10 000 là-bas? Un paquet de cigarettes qui coûte même pas 500. On a acheté, on lui a demandé de nous ramener un paquet de cigarettes. Et parce qu'il y a un de mes amis là qui fumait à l'époque. Moi, je fumais pas. Qui demandait un cigarette. On a donné 10 000. Un paquet de cigarettes. Et il nous a dit le mot Abara. C'est le premier mot à Bamara que j'ai appris. Et jusqu'aujourd'hui, ce mot-là m'est resté comme souvenir. Comme souvenir, Abana. À chaque fois que je fais une expression, quelque chose comme ça, tu vois, je vais dire à quelqu'un que c'est fini, je suis obligé de dire Abana. Abana Pépéo. Même si je sais que la personne ne parle pas Bamara.
Il faut que je le dise, qu'il me redemande en retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je l'explique. Wow. Ah bah oui. Wow. Ok. Après Mali, tu es partout. Après Mali, quand on a réussi à s'échapper là-bas, on ne s'est pas échappé par... elle ne nous a pas lâché par plaisir comme ça. Ouais. On a dû s'échapper des forces. Ah, d'accord, ok. Et quand on s'est échappé des forces, il fallait faire un demi-tour encore. Rembobiner la cassette. Et on est revenu jusqu'à Ouagadougou. Pour faire un départ maintenant sur notre voyage. Ouais. Et je peux t'assurer qu'on est resté entre la peur mélangée, la peur d'appeler au pays qu'on est revenu à Ouaga pour les inquiéter. On n'a pas dit ça. Mais il faut aussi demander l'argent. On n'a pas l'argent. Donc, de Ouagadougou jusqu'à Agadez, on a fait 2 jours sans manger. On buvait que de l'eau. Wow. Est-ce que tu comprends? Ouais, franchement, c'est incroyable. On buvait que de l'eau. Je te dis, avant d'entrer à Agadez, les policiers nous ont pris, ils nous ont gardés parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer. Ils réclamaient 15 000. Comme on était 3, 5 000 chacun. Francs CFA. C'est là-bas que j'ai commencé à manger. Oh, on a fui une poubelle pour manger des pains. Le pain sec là. Tu connais le pain du pays là, les baguettes là. Il était tellement sec. Mais tellement on a dévoré ça devant les policiers. Et même là, j'avais pitié de nous. J'étais obligé d'envoyer quelqu'un à nous acheter du pain. Tellement ils ont eu pitié de nous. Je t'ai dit 3 jours on buvait que de l'eau. Non, c'est pas pour voyager. C'est pas facile. Parce qu'il fallait arriver à Agadez. De toute façon, on ne pouvait pas retirer l'argent. Le vieux Karim Agaou nous a confisqué tous nos documents. Tous nos documents, on a fui pour laisser là-bas. On n'avait plus rien. Donc vous avez fait Mali, Algérie, Agadi. Tout à fait. Parce qu'on a gardé la langue. De Ouagadougou maintenant jusqu'à Agadez, on payait. Quand on demande un carte d'identité, on paye directement. Directement. Jusqu'à ce que l'argent est fini. Ouais. C'est à rentrer d'Agadez maintenant qu'on n'a pas pu payer, on nous a stoppé. Et ce sont les gens qu'on appelle les coxers qui sont à Agadez qui sont venus payer les 15 000 et nous ramener dans leur... C'est quoi? On va dire, c'est nos frères, c'est des Arabes ou bien c'est des Africains? Oui, c'est des On va dire, c'est des Africains noirs. Et quand on parle d'esclavage, il ne faut pas accuser les autres. Nos frères, même entre nous, même d'abord là, on pratique des choses qui ne sont pas humaines. Franchement. C'est nos frères même. Maltraitance. Et je peux t'assurer que l'histoire elle est un peu costaud. Parmi les coxers qui étaient là-bas, nous on est 3, non? Ouais. Il y avait un de mes frères là qui considère comme un des gars là comme son tonton. Et quand ils sont venus nous prendre, les 15 000 qu'ils ont payés là, c'est à crédit, hein. Il ne faut pas dire que c'est un geste, hein. C'est à crédit. Et quand on est arrivé là-bas le lendemain, j'ai mon grand frère en Côte d'Ivoire que j'ai appelé, il m'a envoyé 15 000. Au lieu de laisser ces 15 000 là pour qu'on mange avec, Ils ont pris. ils ont pris directement. Parce que l'argent passe par eux avant d'arriver chez nous. Tout est programmé. Même Tout est programmé. Tout est déjà En fait, programmé. là-bas, là où tu n'as pas de documents, là, tu ne peux pas aller réceptionner l'argent, toi toute seule, sans que ça passe par eux. Tu donnes leur nom, on envoie l'argent et ils prennent avant de te donner l'argent. Quand ils ont pris les 15 000, là, ils ont gardé pour eux en même temps. Ils nous ont dit, bah, nous, quand on est parti vous chercher, on a payé 15 000 aux policiers, donc on va garder ça pour nous. C'est ça. Nous, on a essayé de l'expliquer que c'est vrai, on n'a rien sur nous. Là où on est là, on n'a rien. Il faut qu'on aille manger. C'est là où il nous a donné 1 000 francs pour aller manger. Sans pitié, quoi. Sans pitié. Et le pire dans tout ça, quand je suis rentré, la première fois où j'ai eu mes papiers, tout ça, et que je suis rentré au pays, ce monsieur même, je l'ai vu. Tu l'as vu où? Au pays, au village. Je t'ai dit Dans ton village? Je t'ai dit qu'il vient du même village que moi. On n'a pas les mêmes noms de famille. Mais je t'ai dit qu'un des gars qui est avec moi là, il le considère comme son tonton direct. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis curieux. Justement, moi, je suis curieux de savoir cette partie-là. C'est la partie la plus intéressante. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, quand quelqu'un te fait quelque chose, ta vie était vengée, en fait. Mais quand tu es arrivé là-bas, tu l'as vu, qu'est-ce que tu as programmé? Qu'est-ce que tu voulais faire? C'est vrai que j'aurais
si j'avais la mentalité d'avant, j'aurais avoir l'esprit de me venger. Mais quand tu as un vécu comme ça, tu prends cette tangente de la route là, du pays, avec tout ce que tu as subi, dans les pays Maghreb, dans les pays, on dit ça, chez nos frères même, tout ça, tout ce que tu as subi sur la route, l'esprit de vengeance, ça t'éloigne en fait. Ouais. Et il t'est rien arrivé, tu as fait tout ça, mais tu es arrivé quand même en Europe, tu t'es battu, Dieu merci, t'as pas réussi, on va dire, mais t'as pu t'en sortir un peu. Pour retourner au pays. Ça, c'est une réussite aussi. C'est une réussite. Bah oui. C'est une réussite. Tous les réussites, je vais te dire quelque chose, tous les réussites dans la vie, c'est pas que l'argent. C'est pas que l'argent. Tu vois, il y a réussite familiale. Il y a aussi plutôt apprendre des choses. Parce que tu sais, on dit toujours en fait, quelqu'un qui a voyagé et quelqu'un qui a fait longues études, les deux personnes peuvent s'asseoir pour discuter ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, toi, tu as fait des études, tu as voyagé. Si tu n'as pas compris quelque chose, je pense que toute ta vie, tu ne vas jamais comprendre. Tu ne vas jamais comprendre quelque chose. Tu vois? Donc, on sait que tu as fait, franchement, c'était bien. Tu n'as pas essayé de te venger. Non, c'était bien aussi. Sûrement pas. Pour te surprendre, même d'ailleurs, le gars, je lui ai donné un billet pour qu'il aille boire un coup avec. Mais il a réagi comment? Justement, tu vois, parfois, il ne faut pas rendre le mal par le mal. Moi, tu fais même un geste là, même là, la personne, ça fait mal. Arrivé à un certain niveau, il se pose même des questions. Je dis, mais attends, regarde tout ce que je lui ai fait, il m'a quand même sorti un bien, il m'a donné. À la rancune, ça va la tuer. Sans que j'ai fait quoi que ce soit. J'ai fait du bien. On a discuté, tout ça, il m'a demandé comment ça s'est passé, machin, tout ça, sans aborder après notre séparation à Agadez et tout ça, comment c'est, non, comment ça va au voyage et tout ça là, comment ça va en France. Il m'a parlé de France, on s'est limité en France. Il dit ça va, on a discuté un peu. Après, quand je voulais partir, je lui ai tendu un billet, je lui ai dit, bah, tiens, tu vas aller boire un coup avec. Waouh, franchement, t'as fait un bon geste. Franchement, chapeau à toi. Et récemment, même, je suis rentré, j'étais assis comme ça, avec mes amis en train de boire et tout ça. Et je les ai vus assis sur la table, avec le papa de l'ami en question, avec qui j'étais là. Qui le considère comme son tonton. Ouais. Voilà, qui était assis avec lui sur la même table. Est-ce que t'as parlé l'histoire à ta famille? Non. T'as rien dit? Non, j'ai rien dit. J'ai demandé qu'on le serre et puis on m'amène la facture. On les a servis et puis on m'a amené la facture. Ouais, franchement. Donc, on va revenir sur le sujet. Quand t'es arrivé en Algérie, est-ce que tu étais à Agadir? Non, en Algérie, je suis arrivé directement par Tamaracet. Ouais. Tamaracet, oui. Ouais. Après, t'as resté là-bas, en Algérie, t'as resté là-bas longtemps? À Tamaracet, je suis resté là-bas, quoi, un mois? Ouais. Moi, je travaillais, tu vois, c'était juste, je savais que j'allais pas rester là, c'est juste pour avoir l'achat de transport et puis continuer. Ah ouais. Voilà, je travaillais un peu dans le bâtiment et il y a le patron là qui arrête de me dire, avec votre jeune âge là, est-ce que vous pouvez travailler, est-ce que vous pourrez, quand il me voit porter les sacs de ciment là, il se rend compte que l'âge ne fait pas les choses. Je dis dans la tête, le petit il a mission, vieux. Tu sais ce qui t'est arrivé, c'est pourquoi t'es arrivé là-bas. Ah oui. Tu vois. Mais c'est quoi qui t'a marqué plus quand tu étais en Algérie? En Algérie, quand j'étais en Algérie, franchement, je ne veux pas dire il y a que des mauvaises choses, mais si j'ai gardé le bon côté, quoi. Non, j'ai gardé, oui, j'aimerais bien pouvoir parler des bons côtés, mais il y a un événement qui nous est arrivé en Algérie que je ne peux pas oublier. Tu sais, quand on est en Algérie, on dormait dans les champs là. J'étais à Marania. Ouais. En Algérie, à Tamaracet, ici, j'ai rien dit, il n'y a pas d'histoire ou de quoi que ce soit, tout s'est bien passé et tout ça. Et c'est à Gardéa que tout s'est passé. On était dans les champs, puis tu vois, c'est le travail de jardinage là. Et parfois, ça nous amène souvent à descendre en ville. Et le premier jour où je descends en ville, on avait des amis là-bas qui travaillaient dans le bâtiment et tout ça. Ouais. On est parti de rendre visite chez nous. Et en sortant du bâtiment, on a vu des gamins qui étaient à côté, qui commençaient à nous lancer avec des pierres. Comme ça, on n'a rien fait. Parce que j'ai vu quelqu'un, je le lance. J'ai vu quelqu'un parce que je le lance comme, tu vois, comme nous au pays, on a l'habitude de lancer les oiseaux là. C'est un peu comme ça. On nous a lancé, mais c'est pas parce que les enfants me lancent qui m'a choqué. C'est le fait qu'il y a des adultes, des vieux avec des barbes blancs qui étaient assis à côté. Qui parlent pas.
Mais non, au contraire, qui se moquaient. Waouh. Qui se moquaient. Et ça, franchement, en Algérie, il y a des belles personnes. Mais à cause de ça, là, ça m'a laissé un souvenir un peu négatif sur tout le territoire de l'Algérie. Ok. Ok. Tiens. Ok. Donc, après l'Algérie, tu es venu au Maroc. Maroc. Quand tu t'es arrivé au Maroc, tu te sentais comment? Tu te sentais chez toi? Qu'est-ce qui t'a marqué plus quand tu étais là-bas aussi? Non, je ne peux pas me sentir comme chez moi. C'est vrai que les Marocains ont une autre vision à part que les Algériens. Mais je ne me suis pas senti comme chez moi. Déjà, ça commençait mal. On arrive à Oujda pour se rendre à Rabat. Attends, on paye un billet de bus Oujda-Rabat. Ouais. Et le bus nous prend même pas quelques kilomètres, il nous dépose. Il nous fait croire qu'il est arrivé à Rabat. Wow! Sauf qu'il est de là-bas. Parce que pour avoir un billet, c'est les coxeurs qui connaissent déjà le système, qui peuvent te trouver un billet. Tu peux pas, en tant que noir comme ça, aller directement. Bon, peut-être que c'est possible. Ou c'est peut-être que c'est ce qu'on nous a fait croire, que tu ne peux pas te rendre en tant que noir, aller acheter ton billet directement. Mais sauf que le gars nous a déposé, il nous restait 167 km de la ville. De Gardère. Il fallait marcher. On a l'argent dans nos poches. Hein. Mais on a fait arrêter les taxis pour prendre. Ils refusent. Parce que apparemment, si un taximan te prend et qui s'est fait arrêter par la police, il a un problème. Il a un problème. D'un côté, je les comprends. Mais d'un côté aussi, quand même, quand on est commerçant, tous les clients doivent être prêtés sur le même pied d'égalité. Bah oui. Voilà. Et après, on est parti à Gardéa, mais bon, après, une fois que j'ai commencé à m'adapter au système marocain, j'ai compris que voilà, on nous a un peu embobiné à Oujda. On fait aussi, en tant que noir dans les grandes villes, je sais pas moi, comme par exemple Rabat, Fès et tout ça là, Casa, tu peux aller couper ton billet et partir. Oui. Même sans papier. Oui, Casa, franchement, moi aussi j'ai fait Casa. J'ai fait Casa, j'ai fait Rabat, Maroc, toutes les grandes villes, moi je l'ai fait. Franchement, moi j'ai kiffé Maroc. Parce que Maroc, c'est une ville, si tu es là-bas, tu es libre. Tout à fait. Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des conneries, il ne faut pas faire des bêtises. C'est ça. Mais tu peux travailler tranquille, tu peux couper ton billet, tu peux voyager dans les trains, tu peux voyager dans les bus, tranquille. Tout à fait. Tout ce que moi j'ai des souvenirs positifs sur le Maroc. On en parle de la générosité aussi des Marocains. Ouais, franchement, tout invité à manger, franchement, vendredi, couscous, des Marocains, franchement, délicat ça fout. Hein. Franchement, je vous adore beaucoup. Vous êtes une communauté vraiment incroyable. Je pense qu'à très très bientôt, on va se rejoindre au Maroc ou là-bas, on va aller manger couscous. J'espère que vous allez, l'un de mes abonnés, c'est des Marocains, forcément. Vous allez m'inviter au Maroc, on va aller manger couscous de vendredi là-bas. Ou bien Tagini les gars, donc on est ensemble. Ok. Je vais faire une dédicace un peu à une dame marocaine là qui, tu sais, quand on est à Nador, on n'a pas de logement à Casa et tout ça. On part en rapatriement. Tu vois, chaque fois qu'on fait un traitement, on ramène un rapatriement. Alors, il y avait une dame marocaine là, tous les jours, à midi. Tous les jours, je dis bien tous les jours. Elle ramène le couscous. Elle fait couscous là, avec 3 ou 4 poulets entiers. Un gros bar comme ça là. Les couscous c'est bon. Hein? Elle vient avec sa voiture et sa fille. Elle nous dépose le couscous. Il va à la gare. Nous les blagues qu'on mange. Quelle générosité. Jusqu'à on mange même, ça reste. Tous les jours. Je dis, ouais. Franchement, je tiens à aller dire merci. La dame, que Dieu te bénisse en fait. Que Dieu te bénisse. Ouais, que Dieu te garde longtemps. Ouais, Maroc. Tu es resté au Maroc. Tu sais si tu t'es fait des amis là-bas au Maroc déjà? Comme les Marocains ou bien... J'aurais forcément pu me faire des amis. Mais tu sais, quand tu es dans un endroit où ce qui est le passage qui est dans ta tête, tu ne peux pas te concentrer sur l'histoire d'amitié. Parce que tu sais, tu ne peux pas être ami avec quelqu'un que c'est dans son sens vers toi, pas chez toi vers lui. C'est-à-dire, t'as rien à lui donner. Voilà, tu n'as rien à lui apporter. C'est lui qui a quelque chose à t'apporter. C'est une amitié sans bénéfice. C'est une amitié qui détruit. C'est pour ça aussi, dans ce genre de conditions-là, cherche pas à faire des amis.
C'est pour ça que moi je pense que ça c'est la dignité aussi. Si tu vois que tu dis ça, cela veut dire que t'as la dignité. Quelqu'un qui n'a pas la dignité, la personne, il va penser différemment. Il va même pas penser à ça. Il va se profiter de lui. Non. Je pense que ça, c'est pas, voilà quoi. Non, j'ai pas eu d'amis au Maroc. Ok. J'ai pas eu d'amis au Maroc. Bon, à Rabat, sur la montagne, comme on était en communauté, malien, camerounais, machin, tout ça, mais c'est pas, on va pas appeler ça amis, mais c'est des individus qui ont un objectif commun. Exactement. Tu connais pas, lui il vient d'où, tu connais pas son passé, tu connais pas qu'est-ce qu'il va, tu vois. Vous avez un objectif commun. C'est passer les barrières là pour rentrer en Espagne. C'est comme les footballeurs, vous rejoignez dans une équipe, lui joue, toi tu joues, vous aimez, mais voilà quoi. Mais en dehors du football, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ton passage au Maroc vers Espagne? J'aurais adoré pouvoir t'expliquer ça. Tu sais, étant sur Internet, tu essaies de voir les procédures, mais expliquer ça amène souvent à compromettre, soit à mettre sur la place publique le secret pour certains de nos compatriotes qui viendront pour plus tard. Donc, sur ce point-là, je préfère ne pas rentrer dans les détails. Voilà, je garde ça pour moi. Non pas pour moi, mais pour éviter aussi, parce que c'est vrai que l'endroit, il y a toujours des passages. Il y a nos compatriotes ou des gens comme nous qui essaient toujours de passer. Donc, la mettre comme ça sur les places publiques, les stratégies, le fonctionnement, de comment on procède, c'est un peu d'une idée de la faille du système. Ok. Voilà. Donc, si on peut ne pas mettre ça sur YouTube, ce serait bien. Ok. Donc, premier jour en Espagne, en Europe. C'était comment? C'était un soulagement parce que vu que les parcours, en fait, t'as pas fait mal des hauts, des bas. T'as fait des galères sur la route. T'es arrivé en Espagne, on sait qu'en Europe, on dit que c'est un pays de droit. Quand t'arrives là-bas, t'es protégé, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Et si quand t'es arrivé, les jours que t'es arrivé en Espagne, c'était comment? Quand on arrive en Espagne, dans toute cette souffrance-là, on finit par oublier c'est pourquoi on est sorti dès le départ. Il y a certaines choses qui s'installent. Certaines choses du genre, quand tu sais, la plupart des familles au pays, quand tu commences à être dans des galères comme ça, tu sors en aventure 1 an, 2 ans, ça va arriver 2 ans, 3 ans. C'est pas encore arrivé à destination. Tu es toujours sur la route. Beaucoup souvent, la famille, d'autres commencent à s'éloigner de toi, oublier. Parfois, tu commences à appeler certains qui te décrochent même plus l'appel. Et quand on rentre comme ça en Europe, la première des choses à penser, c'est... J'appelais la famille. Non, c'est j'ai réussi, malgré qu'on ne me croyait pas. Tu vois, et quand tu restes longtemps, pas fini, les gens commencent à ne pas te croire. Tu appelles quelqu'un pour te dire, et tu dis simplement que voilà, moi il y a mes frères qui m'ont dit, si ça marche pas, retourne à la maison. Mais tu ne veux pas retourner parce que je suis pas retourné. On sait qu'en Afrique, quand tu vas te retourner, ils vont dire quoi? Ils vont dire qu'il est maudit, il est comme ci, il est comme ça. C'est la raison pour laquelle. Et tu sais pourquoi ça, je dis ça? La personne ne te dit pas retourne à la maison pour ton bien. La personne te dit tout simplement retourne à la maison pour arrêter de me faire chier à me demander de l'argent. En quelque sorte, on ne va pas te le dire clairement. On est tous des adultes. Ouais, tu comprends. On comprend. C'est quand tu rentres, dès que tu poses les pieds en Europe comme ça, tu te dis, c'est un peu en quelque sorte pour essayer de fermer ces gens-là, leur faire regretter de leur choix qu'ils ont fait. Et dans un second temps, dire un soulagement aussi. C'est un soulagement d'appeler à sa maman pour dire, je suis arrivé. Et savoir que quand tu étais dans des situations précaires, ta mère, elle ne dormait pas. Mais une fois que tu l'aurais dit, maman, je suis arrivé, même si je ne t'envoie pas l'argent pour le moment, c'est que son fils, il est arrivé à la destination là où il voulait aller. Souvent même, il y a des mamans même qui pleurent. Quand ils attendent ça... Pas souvent. En tant que maman même là, on ne peut pas te dire que ton enfant est dans une galère à quelque part pour pouvoir dormir. Et rester tranquille, tu vas dormir, tu vas pleurer. Tous les mamans, tu vas pleurer. Moi, à un moment donné, j'avais arrêté complètement d'appeler ma maman et tout ça là. Je ne veux pas qu'il n'entende ma voix. Parce que les nouvelles, c'était pas bon. Voilà, j'appelais mon frère du genre,
en essayant de la rassurer que tout va bien. Mais au fond, moi, je sais que tout ne va pas bien. Et jusqu'aujourd'hui, là même, là, quand je suis malade, je ne dis pas à ma mère. Elle n'est pas au courant. Ouais, tu sais que quand tu vas lui dire, elle va se mettre dans un état. Voilà, t'as tout compris. Ok. En Espagne, tu étais dans quelle ville déjà? En Espagne, dans un premier temps, je suis arrivé à Almeria. Ouais. À Almeria, voilà, dans le camp, tu sais, Almeria. Pas vraiment à Almeria. Almeria, mais un peu excentré, à San Isidro bien précisément. C'est un petit bled de San Isidro, d'Almeria. Ouais. Dans la grande Almeria est à San Isidro, qui est sur sur la commune d'Almeria. Voilà. C'est une ville comme ça, même pas où on cultivait des tomates, des calabacines, c'est des courgettes, des calabacines, et des pastèques, un peu de tout. J'étais là-bas à Almeria. Je suis resté un peu, ouais. Tu es resté là-bas un peu et après tu as visité d'autres villes en Espagne? Visite. T'as fait un peu de tourisme. Visite. On n'est pas là pour faire la visite. Tu sais, on dit tout le temps, chaque moment de galère, c'est un souvenir. Ouais. C'est-à-dire que les moments de galère, si tu fais des activités, que ce soit les activités physiques, que ce soit au voyage, que ce soit, on va dire, peu importe, ces moments-là, ça va rester vraiment marqué dans ton esprit. Ouais. Parce que tu sais, moi, j'ai compris ça. Quand moi, j'étais dans les moments de galère aussi, en fait, j'ai fait aussi des choses que j'aimais pas le faire. Je le fais parce que j'avais pas, il fallait que je passe par là. Voilà. Tu vois, je le fais, mais aujourd'hui, quand je m'assois aujourd'hui pour penser plutôt voilà quoi, en arrière, ouais. Je trouve ça incroyable, exceptionnel aussi. Parce que j'avais le temps pour le faire, tu vois, j'avais le temps pour le faire, mais maintenant j'ai plus le temps. Donc, t'as pas fait de touristes, t'es resté là-bas. Non, il n'y a pas de touristes. On n'est pas là pour faire des touristes. J'étais là, je commençais. J'ai eu la chance un peu quand j'étais au camp. Un matin, il y a un endroit où on appelle Tchad. C'est un endroit où tu vas t'arrêter, on vient te chercher à travailler et tout ça. On avait des cours d'espagnol à apprendre le cours d'espagnol. 1 heure par semaine. Comment tu peux apprendre l'espagnol dans ça? Ouais. 1 heure par semaine. Et on partait chercher du travail et tout ça. Un matin, il y a un monsieur qui nous a pris pour aller ramasser des pastèques. On était une vingtaine, au nombre de 23 comme ça. On devrait ramasser des pastèques. Et le ramassage des pastèques, ça se pèse par kilo. Waouh, c'est rentable, ça. Ouais, ben il faut être costaud. C'est lourd, on s'enligne comme ça, pastèque, c'est balancé sur le balance. Au début, le patron me dit, est-ce que je peux travailler? J'ai dit, bah attends, tu ne vas pas travailler, pourquoi je suis venu? Tellement que tu t'es courageux. En plus, la plupart des gens, j'étais avec les Maliens. Tu connais les Maliens, ils font 1m90 et tout ça là. J'étais petit comme ça parmi eux. Parfois, je regarde même là, j'ai honte pour moi, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais parmi ceux-là? C'est pour ça qu'on dit à Bambara, et Kodoroya t'es qu'elle est ça. Cela veut dire que quand t'es petit, ça t'empêche pas de faire des choses costauds. Ah non, ça ne t'empêche pas. Ouais, je sais pas ça dépend des cœurs, tu vois. J'ai jamais compris la définition de. Il y a un Malien là qui a l'habitude souvent de me dire Black Colo. Ça veut dire quoi, maman? Black Colo, ça veut dire qu'il est gamin. Ah, tu vois, oui, tout le temps, moi je parle pas, je n'ai pas eu aussi l'audace de lui demander, il faisait quoi, 2 mètres comme ça, il dit Black Colo, Black Colo et tout ça, j'ai dit, quand il dit ça, moi je regarde sur l'eau, parce qu'il disait en rigolant, ouais. On a lancé pastèque là de matin, on avait commencé vers 7h, jusqu'à 19h. Ouais. On a chargé 8 remorques, les grands remorques là. Ouais. Vous étiez combien? Dizaines? On était 23. Wow. 23 et à 18h, on n'aurait resté que 11 ans. Les restes sont fuis. Ah ouais, parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, je t'ai dit. Si c'était moi, j'allais faire, hein. Hey, je t'ai dit, quand ils sont venus me donner l'argent de travail là, moi j'ai dit, on t'a donné combien? On m'a donné presque 700 €. 700 €? Oui, en une journée de travail. 700 €? 700 € en une journée de travail. Mais c'est rentable, dis donc, mais... Sauf que le lendemain... Est-ce que je vais me donner l'adresse? Le lendemain, justement, c'est ça le problème du travail des pastèques là. Quand la période arrive, ouais. On peut finir tous les champs en même pas 1 semaine.
Parce que c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est au kilo. Vous chargez le camion, il monte sur un peseur, il déduit le poids du camion, le poids de votre pastèque à côté. Maintenant, on multiplie le nombre de kilos par l'argent et puis on vous donne l'argent. Quand on a distribué l'argent, je te dis que je vais acheter. C'est mon premier salaire en Europe. Avec cet argent-là, t'as fait comment? Je suis allé directement, j'avais pas de téléphone à ce moment. Ouais. Je suis allé directement acheter un téléphone à 136 €. Et le reste, t'as fait des espèces. J'ai envoyé 500 € au pays. Waouh! Ah oui, c'est comme donc ça. Ça te restait 100 €. Voilà, j'ai envoyé 500 € au pays. Ça me restait même pas 500 € qui me restait. Ça, c'était la première fois que tu envoies l'argent au pays. C'est la première fois que j'envoie l'argent. Pour faire les bénédictions et les doigts. Voilà. Et quand j'ai envoyé l'argent au pays. Quand on multiplie en CFA, c'est beaucoup ça, 500 €. C'est beaucoup. C'est 330 000. T'as vu? Ma mère, elle a fait... quand ils ont pris l'argent, elle a pris les 30 000. Elle a fait un petit euro. Les 300 000 là, elle a gardé jusqu'à ce que c'est moi qui a dit... Il faut manger. Il faut dépenser. Wow, franchement, ta mère... Ouais, franchement. C'est pour ça qu'on dit toujours... On ne peut pas payer nos mamans, en fait. On ne peut pas. Non, tu ne peux pas. La maman, c'est... Tu ne peux pas. On ne peut pas payer, même s'ils donnent des milliards. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, ce qu'ils nous ont fait, c'est inestimable en termes de matériel financier. Ah oui. C'est inestimable. Ouais. Tu ne peux pas. Ouais. Ok. Quand tu es parti en Espagne, destination, ouais, après, tu voulais partir ou quand tu étais en Espagne? C'était quoi le projet? Le projet, c'est que quand je suis parti en Espagne, j'avais un ami là, comme je t'ai dit, on était 3, non? Ouais. Il y a cette histoire que j'ai voulu te raconter aussi. Parce qu'on on est sorti au pays, 3 personnes. Il y avait moi, mon ami en question, et un de mes petits. C'est un petit proche de la famille. C'est la même famille, je dirais. Parce que sa mère, elle m'a dit, je suis la confie pour voyager avec moi. Et quand on était en Algérie, lui, il voulait partir en Libye pour travailler et rentrer en Italie. Toi, t'as dit non. Moi, j'ai dit non, mais il a insisté, il a dit non, il faut absolument qu'il parte. J'ai tout fait. La veille même qu'il part, il est venu chez moi, on a parlé toute la nuit. Mais le petit était bloqué sur son idée. Il est parti en Libye. T'as son nouvelle? Et un soir, je rentre comme ça du travail. Moi, j'étais toujours à San Isidro. On m'appelle, on me dit, mauvaise nouvelle. Wow. Il a essayé de traverser la mer et ça n'a pas fonctionné. J'étais sur vélo, j'ai pédalé sur vélo pour venir. Je t'ai dit que je n'ai pas pu pédaler le vélo là. Quand je suis descendu, j'ai poussé le vélo là jusqu'à la maison. Ça fait mal. Ça fait mal. Et à son âme. Ça fait mal. D'accord. C'est là maintenant, avec l'autre ami maintenant. Parce que lui, quand on est arrivé au Maroc, 16 jours précis, lui est rentré en Europe. Il a fait 16 jours, on va dire 3 semaines, il est rentré en Europe. Il m'a laissé là-bas. Moi, j'étais toute seule. Avec d'autres communautés, bien sûr. Et je peux t'assurer que j'ai tapé un an à Goro. Un an. Et c'est cet ami-là qui était à ma près. Qui me donne un peu le moral de temps en temps. Il appelait pas aussi souvent comme ça. C'est de temps en temps. C'est lui qui est venu en France. Ouais. C'est lui qui m'a soufflé l'idée de... Bon, après aussi, à Almeria, j'ai vite compris que ça, c'est pas un travail que je peux faire. Ouais, à long terme. Je suis encore jeune. J'ai arrêté mon école à l'âge de quoi, à CM1. Il fallait que je repousse encore les études. Tu vois. C'est là où on m'a parlé de voilà, France, tout ça là. Et quand j'ai parlé d'idée à ma mère, tu sais, les gens au pays ils sont bloqués sur l'esprit de France là. Surtout nous au Burkina, si t'es pas en Italie, t'es pas encore arrivé à ouais. Chacun a son game. Chacun a son game, tu vois. Si t'es pas en Italie, parce que c'est l'Italie qu'on connaît. Beaucoup de Burkinabés, c'est des... Beaucoup de Burkinabés, dès que tu dis, tu es en France, on dit, bah non, lui là, il a rien, il fait sa vie là-bas. Apparemment, on l'aurait mis dans la tête que exactement. En France, c'est un pays de vie. Quand tu es ici, tu fais la belle vie. Alors qu'il y a la bonne air partout. Justement, ce qu'ils oublient, c'est que les gens de l'Italie même arrivent même à s'en sortir plus que nous. Et ils arrivent même à profiter en termes de fêtes plus que nous. Dans la France de Macron, profiter de quoi? Avec quoi?
Alors, quand on t'appelle comme les épaules de prendre tout, tu vas profiter avec quoi? C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, bah, c'est grâce à lui maintenant que à cause de lui, voilà, que je suis venu en France. Ouais. Et j'ai atterri à Nantes parce que lui il est venu à Nantes. Ok. Je voulais te poser une question. Je t'écoute. Je pense qu'on a déjà parlé ça, mais je vais te reposer encore. Ok. Pourquoi tu es parti en Espagne pour venir en France, pas en Italie, pas en Allemagne, pas en Angleterre, pas en Suède? On voit qu'il y a plusieurs pays, il y a plusieurs endroits de partir. Pourquoi tu es venu en France, précisément, à Nantes? Le choix est réfléchi et bien justifié. Ouais. C'est-à-dire, je veux prendre le cas de mon pays. Le Burkina Faso, c'est un pays colonisé par la France. À l'école, on apprend le français. Ouais. Même si je ne m'exprime même pas bien en français, j'ai déjà certaines bases Ouais. de la langue française. Ouais. Donc, pour moi, le choix est lié sur si je pars en Italie, c'est comme si je partais de zéro. C'est vrai. Je vais devoir apprendre En Italie. les bases de la langue italienne avant de pouvoir étudier. Et je ne pense pas aussi que j'aurai cette chance-là de pouvoir m'intégrer dans une vraie école en Italie. Je ne connais pas comment ça se passe en Italie, mais j'ai déjà une idée un peu avec les renseignements à gauche à droite de nos cousins et cousines qui sont déjà sur place. Maintenant, pas l'Allemagne. L'Allemagne aussi, c'est pareil, c'est pour les mêmes raisons. Mais je me suis dit aussi, en venant en France, si jamais j'ai la chance d'aller à l'école, avec un peu plus de travail, même si je suis en retard par rapport aux autres, Tu peux rattraper. je peux rattraper. Parce que je parlais déjà français et tout se passe en français. Et aussi quand tu arrives dans un pays comme ça où toi-même tu es capable de demander, tu comprends un peu la langue, ça peut aussi accélérer tes procédures parce que tu n'as pas besoin tout le temps de solliciter quelqu'un pour qu'il te fasse à ta place. C'est vrai, c'est vrai. Avec un peu plus de motivation, tu peux faire les choses par toi-même. Et c'est ce qui s'est passé, voilà. Ok. Et je ne regrette pas mon choix d'ailleurs. Wow. Ouais. Wow. Ok. Le premier jour que quand tu es arrivé en France, qu'est-ce qui t'a senti? Qu'est-ce qui t'a marqué en fait l'esprit ces jours? Parce que tu as traversé Algérie, Maroc, en Espagne, tu es arrivé en France. C'est pas les mêmes cultures. C'est vrai. pas les mêmes langues. Quand tu es arrivé en France ici, qu'est-ce que tu as senti en fait? Déjà, avant de parler de culture, il faudrait savoir dans quelles conditions tu es arrivé. Si tu es arrivé en étant accueilli avec bras ouverts, là tu peux parler de culture. Tu arrives dans une destination où tu ne connais personne. J'ai mon ami sur qui je comptais, lui il était dans le foyer. Et l'ère à laquelle je suis arrivé, il ne peut pas sortir du foyer. Mais je suis arrivé en plein hiver, il faisait froid. D'après les wesh, il faisait froid sa mère. Il faisait tellement froid. Et je ne connais personne, je ne sais pas où aller. Je suis arrivé à Lucha. Je me renseigne pour aller au centre-ville. Et il y a une dame qui m'a dit prends le tram, la ligne 1 direction centre-ville. Et j'ai pris ça. Quand je suis arrivé à la gare, c'est là que je suis descendu. Où aller? Il était déjà quoi, vers 23h01. Ouais. J'ai pris avec le travail que je faisais en Espagne, j'ai gardé un peu d'avance sur moi avant d'envoyer le reste au pays. J'ai pris un hôtel, l'hôtel même qui est en face de la gare terminus là. C'est là-bas que j'ai dormi. Ah, maintenant, le lendemain, pour commencer maintenant les démarches, je me suis rendu à la police direct. Hein. Et tu vas aller chez qui? Tu connais personne. Je connais personne. Tu vas aller chez qui? Je connais personne. Et souvent quand on rentre en Europe, on pense que tout est fini. C'est là le vrai guerre commence maintenant. C'est ce qu'on pensait. Ouais. Moi, les jours où je suis rentré en Espagne, je me dis, allez, souffrance c'est fini. Jusqu'à ce que je me rende compte de la réalité des choses. En Espagne même encore, ça va. Tu vois, parce que quand je suis resté quoi, 2 mois, un mois presque. Et j'ai commencé à faire des petits boulots par-ci, par-là.
Mais quand tu arrives en France, c'est une autre réalité. On te dit, tu peux pas travailler sans les papiers et tu peux pas avoir les papiers sans travail. Tu vois, deux choses contradictoires. Tu peux pas aller travailler sans les papiers et tu ne peux pas avoir les papiers sans travailler. Ouais. C'est là que tu te rends compte vite de... Mais l'idée de travail n'était pas déjà là. C'est la réalité. C'était déjà l'école. Tu étais focalisé pour apprendre, quoi. Pour apprendre. Apprendre à documenter, voilà. À se ouais. Savoir un peu l'écriture, comment fonctionne le pays, les fonctionnements du pays, la loi un peu à gauche, à droite. C'est à l'école que tu peux apprendre ça vite. C'est la police qui a appelé les gens des associations dans le chef, tout ça, qui sont venus me chercher. Pour moi, voilà, le moteur a lancé et tout va aller tellement vite que je peux vite m'en sortir. Sauf que c'est notre réalité qui se met en place. Il fallait, je vais te dire, on m'amène dans un endroit où on me loge, tu vois, et une semaine plus tard, on me fait une interview sur les raisons qui m'ont motivé à venir en France, pourquoi je suis venu en France, tout ça, quels sont mes objectifs. Suite à cette interview, il fallait attendre qu'on te donne une réponse. Et j'ai attendu 5 mois. 5 mois pour au final qu'on me donne un résultat négatif. Et sur quoi on se bat pour se donner ce résultat négatif? Tu sais, en Afrique, la plupart des enfants qui sont nés dans des villages éloignés, on ne fait pas l'acte de naissance le même jour. Ça aussi, je sais que tu sais comment ça se passe. Oui, je sais très bien. C'est ceux qui sont nés dans la ville qu'on fait l'acte de naissance le même jour. Moi, je suis né dans un village où ils n'ont pas la possibilité de faire l'acte de naissance. Il n'y a pas de mairie, il n'y a rien. Voilà. Maintenant, quand un enfant naît, on laisse des semaines passer. C'est après qu'on se rend à la mairie, dans la grande ville, ou à la mairie, pour faire cet acte de naissance. Mais en faisant cet acte de naissance, il y a ce qu'on appelle un jugement supplétif. Même si je te coupe pas la parole, des fois aussi c'est pas un mois, des fois ça peut passer des années et des années. Il y a des enfants des fois ça fait même pas. Voilà. Voilà. Et il me fallait un jugement, quelque chose qu'on appelle un jugement supplétif. C'est-à-dire, avant de faire l'acte de naissance d'un enfant qui est né il y a 2-3 mois, il faut des témoins qui témoignent que l'enfant est bel et bien le fils à son papa. Et cette chose-là, ce témoignage est rédigé sur un papier qu'on appelle un jugement supplétif. La France me dit qu'ils n'arrivent pas à déterminer si mon acte de naissance c'est vrai ou pas. Et on me demande ce qu'on appelle un jugement supplétif. Moi, je demande un jugement supplétif aux autorités burkinabées. Les autorités burkinabées me disent qu'est-ce que c'est que ça. On m'envoie un document qui est écrit dessus jugement supplétif. Moi, je connais rien dans l'administration. Mais le gouvernement français me fait comprendre que ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça. Bon. Ouais. C'est pas bon. Bah oui, c'est la réalité. C'est la réalité de chaque pays, tu vois. Il y a, sur ce jugement supplétif, il y a des témoignages. Et ici, on dit, il faut 3 témoignages. Je dis, mais attends. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu connais pas quelqu'un. Je connais pas quelqu'un. Maintenant, tu te retrouves dans la rue comme ça, sans maison, sans boulot, tu ne vas pas à l'école, rien. Waouh. Oh, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Ok, on va revenir après. Pendant ton voyage, quelles a été en fait tes difficultés pendant tout ce parcours? Pendant tout ce processus, pour venir ici, moi je dirais, c'est l'étape que j'ai eue à Gao. Oui. Et de Ouagadougou pour aller au Niger en faisant 2 jours sans manger. Ça, ce sont des difficultés qui m'ont vraiment marqué. Et aussi, les 1 an de souffrance que j'ai enduré au Maroc. Oui. Mais dans tout ça, elles sont minoritaires par rapport à quand j'ai posé pied à Nantes. Le jour où j'ai posé pied à Nantes pour entamer ces démarches interminables. Ouais. Les 3 autres là n'ont rien par rapport à ça. Ok. Est-ce qu'il y a eu des moments que tu voulais abandonner tout ça? Oui. Je dis oui. À Nantes, il m'est arrivé des moments où j'avais envie d'abandonner. Ouais. J'avais envie de baisser les bras et dire non.
Au fond de moi, je sais que c'est quelque chose que je ne pouvais pas envisager, mais il est arrivé des périodes, mais jusqu'à ce que je rencontre une femme formidable. Une femme qui fait la magie. Rien qu'à ces mots, qui arrive à transformer l'homme. Qui m'a redonné l'espoir. Qui m'a, comment on dit ça? J'y croyais à moi, mais il m'a fait croire à moi beaucoup plus davantage. C'est une femme qui m'a fasciné, on va dire. On va dire, c'est vrai, nous avons nos mères de naissance, mais nous avons aussi nos mamans de la vie qui n'ont aucun lien de sang avec nous. Elle est pour moi comme ça. Elle m'a appris. C'est ta maman ici en C'est ma Europe. maman ici en Europe. C'est elle qui m'a fabriqué pièce par pièce. Est-ce qu'on peut faire une dédicace à elle ou bien tu laisses anonyme? Je laisse anonyme. Ouais, on laisse anonymat. C'est mieux qu'on laisse anonymat. Okay. Mais si je peux dire tout ce que la femme m'a fait, pour reprendre dès le début de son histoire avec moi, c'est quand on m'a donné un résultat négatif et que je devrais faire les démarches. On a une association qui m'a trouvé un avocat qui assure ma défense. Oui. Et en attendant, il faut trouver un endroit dormir. Il faut survivre. Il faut aussi pouvoir se scolariser. Alors que tu sais qu'en France, quand tu n'as pas les papiers, pour se scolariser, c'est compliqué. Dans les écoles publiques, c'est compliqué. Sauf dans les écoles privées. Oui. Elle est là. La dame, elle a réussi à m'inscrire dans un collège. Tu veux dire, quelqu'un qui a laissé l'école en serment, ok, on l'inscrit au collège, en troisième, directement. Et c'est comme je t'ai dit, avec un peu plus de travail, on s'en sort. Les enfants, ils vont aller manger à midi. Moi, à la pause de midi, quand je vais manger, j'ai 20 minutes pour manger. Après, j'ai un cours de soutien. C'est-à-dire, l'école même, il est à 1 heure d'ici. Elle est à 1 heure de là où je dors. Je me réveille tous les jours à 6 heures du matin pour pouvoir arriver là-bas à 7h15 et prendre. À midi, j'ai 20 minutes pour manger. Après, je vais en cours de soutien. Mathématiques, pas mal de matières, français et tout ça. J'ai fait toute l'année comme ça. Et la dame là, elle m'a cherché un prof d'anglais, un prof de mathématiques, un prof de français. C'est-à-dire, dès que je sors de chez moi, le matin à 6h, je vais à l'école. À midi, j'ai cours de soutien. Le soir, quand je rentre à 18h, je ne pose même pas mon sac. Je passe à la maison. Si j'ai des choses à récupérer, je récupère et je continue direct chez elle pour suivre les cours des profs qu'elle m'a appris à la maison. Wow. Et ça a été comme ça toute l'année. Et je peux te dire que dans comment on dit ça, au collège, à la fin d'année, en mathématiques, les 5 meilleures premières notes en mathématiques, j'en faisais partie. Wow. Pour quelqu'un qui a abandonné la CM1 et qui a repris en 3e. Wow. Mais tout ça, c'est pas moi, c'est grâce à elle. Ouais. Elle a son fils qui est professeur de maths, mais qui n'est pas là. Elle a embauché notre prof, qui est son ami, qui a la retraite, qui m'apprenait les maths. Suite à ça, elle ne s'est pas stoppée là. Elle s'est pas stoppée, mais en plus, elle me donnait l'argent de poche. C'est elle qui est mon ticket de transport pour aller à l'école. C'est elle qui est tout, en fait. Quand il y a des documents à signer de la part de l'école, c'est elle qui signe. Quand j'ai un rendez-vous avec l'avocat, c'est elle qui m'accompagne. Quand l'avocat a besoin de quelque chose, c'est elle qui assure. Quand j'ai besoin de faire des documents au pays, c'est elle qui finance. De tout quoi. Et c'est pas quand j'ai fini l'école, j'ai eu mon brevet du collège, elle m'a inscrit au lycée, dans un lycée privé. Ok. Bon, je comprends bien. Quand j'étais arrivé en France ici, quelle a été ta vie au début? Ma vie au début, est-ce que j'avais une vie au début? Je n'avais pas de vie. Tu prends ce que tu trouves. Et t'avais pas le choix. Et tu cherches ce que tu veux. C'est pas, on ne choisit pas de faire ça, non. On t'oblige de faire ça. On t'oblige de faire ça. On vivait quoi? Dans ce qu'on appelle aujourd'hui squat. Non, ça a toujours été comme ça. Ok. Ok. Pendant tes études en France ici, qu'est-ce que tu as appris en fait?
Pendant mes études, j'ai pas fait une étude un peu généralisée. Quand j'ai eu mon brevet du collège, Ouais. on s'est orienté tout de suite dans un métier professionnel. Ouais. Au début, je voulais faire un mécanique automobile. Ouais. Préparer mon diplôme. Mais après, ma maman, là, elle m'a dit non, essaye de voir d'abord d'autres choses et tout ça. Elle m'a amené dans des portes ouvertes avec pour chien, tout ça. Et elle m'a amené à la porte ouverte à Saint-Félix, la salle. Ouais. C'est là où j'ai découvert le métier de maintenance des équipements industriels et maintenance des systèmes automatisés. Là, j'ai fait une journée là-bas, j'ai dit, Ça va. C'est ça, c'est intéressant. intéressant, ça. Et c'est là que j'ai appuyé, j'ai fait un bac là-dedans. Et quand j'ai fini mon bac, elle m'a demandé si... Bon, avant de finir mon bac, parce que moi, je savais que c'est elle qui payait l'école. Et quand j'ai fait seconde première, on a dit, dorénavant, c'est l'année où la loi même est venue. Ouais. Dorénavant, tu peux faire ton bac en étant en apprentissage. C'est-à-dire, quand tu es en apprentissage, non seulement tu as un petit salaire, mais c'est ton entreprise qui finance l'école. ton école. Ouais. J'ai dit, bah, ça tombe bien, comme ça, je vais l'enlever la responsabilité de pouvoir payer L'école, quoi. l'école. Ouais. Du coup, j'ai signé mon apprentissage, mon contrat d'apprentissage avec un école. C'était un soulagement pour toi? Oui, c'était un soulagement Parce pour moi. Parce que c'était un nouvel départ. C'était un nouvel départ de savoir aussi que c'est grâce à mes travaux que je finance mes écoles. C'est le fruit de travail. Voilà, c'est le fruit de mes travaux qui me permet de financer mes écoles. Ouais. Et non plus ma maman qui finance. En quelque sorte aussi, c'est une fierté de ne pas avoir dessus. Et ouais, les personnes qui t'ont aidé, ouais. C'est les personnes qui t'ont aidé. Ouais. En quelque sorte, la personne doit dire, attends, je l'aide, c'est vrai, mais il se bat aussi, il se donne à fond. C'est vrai. Tu vois. Et quand j'ai eu mon bac, l'entreprise m'a proposé directement de travailler. Elle m'a dit, non, t'es encore jeune, t'as la capacité, on voit que t'es motivé. C'est très bien de pousser encore tes études, si tu veux en tout cas. Mais moi aussi, j'avais l'idée d'aller un peu plus loin. Mais après aussi, c'est la pression de la famille au pays, tu vois. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Depuis des années, t'es ici, il faut rien, tu vois. Il y a ça aussi. Mais je me dis quand même, ouais, s'arrêter au bac, c'est pas comme si c'est pas suffisant. Il faut que tu avances encore. Il faut que j'avance encore. Documenter. Après c'est l'argent. Là, j'ai dit à l'entreprise, est-ce que j'ai la possibilité de faire toujours un apprentissage, mon bac plus D. Ils m'ont dit, ok. Bon, après, ils m'ont demandé d'abord au chef des chantiers et tout ça d'analyser la situation. D'analyser la situation, comment je suis, machin, tout ça. Et lui, il a dit, c'est intéressant. Parce que t'avais faim. J'avais faim, j'avais la dalle, oui. C'est pour ça que moi j'ai dit, franchement, chapeau à chaque fois. J'avais la dalle. Franchement, les jeunes africains, parce que quand on vient d'arriver ici, on a la rage, on a vu gagner, on a vu faire quelque chose. Et franchement, c'est ça qui nous aide aussi, en fait, à passer, en fait, les étapes suivantes, tu vois. Si tu es courageux, tu sais là où tu viens. Tu sais comment tu as galéré pour arriver là. Bah, les moments que tu sens que vraiment, voilà, ça a commencé à aller, tu as commencé à trouver des pions et tout. C'est des moments d'aller. Il faut te documenter, il faut aller, il faut travailler. Tu vois? Ouais. Mais c'est bien. Tu vois, tu as réussi quand même de trouver ton bac, de faire autre chose aussi. Tu avais aussi des bonnes images, en fait. Parce que si tu n'avais pas bien fait avec ton patron, il n'allait pas te prendre. Bah non. Il n'allait pas te prendre. Tu vois? Donc, voilà. Mais aujourd'hui, tu fais quoi comme travail aujourd'hui? Aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis technicien de maintenance. Oui. Des systèmes de production et des systèmes automatisés à la fois. Waouh, c'est trop là. Moi, je n'en ai même pas. Est-ce que tu peux essayer de bien expliquer? Pour te dire en tout simple, tu vois les usines de production. Oui. Je vais te prendre un exemple un peu tout bête d'un endroit où tu as l'habitude de fréquenter. Quand tu vas au supermarché, tu vois le tapis qui roule là. Oui, je vois. Voilà. Ça, nous, notre métier, c'est d'installer le nouveau système en place, la programmer. Oui. Et aussi suivre son maintenance derrière. Ah, d'accord. C'est-à-dire son maintenance préventif, curatif et amélioratif.
Ah ouais, donc si je comprends très bien, les tapis roulants là, il faut passer tous les jours ou bien tous les mois pour faire l'entretien. Pas forcément tous les jours, pas forcément tous les jours. Tu peux, en fait, la maintenance préventive permet de réduire drastiquement la probabilité de risque que les engins tombent en panne. Ouais. Mais c'est pas une obligation. Maintenance préventive, on peut dire, voilà, chaque 10 mois ou si c'est quelque chose qui a un horamètre, ouais. On va dire chaque heure, on doit changer l'huile, changer les filtres, changer le machin, ou soit le patin qui roule là, qui sont usés et tout ça. Ça, c'est les entretiens préventifs. Ouais. Les entretiens curatifs, c'est quand c'est cassé, il faut réparer. Et les entretiens amélioratifs, c'est quand on essaie d'améliorer le système. Ouais. C'est-à-dire, le tapis roule vite. Et on essaie de reprogrammer en installant de nouveaux moteurs pour qu'ils roulent à un rythme qu'on veut. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, c'est des entretiens amélioratifs. Ok. Et je suis aussi dans l'informatique et tout ça. Je répare des téléphones, machin. Et là, je suis sur un projet d'ouvrir un magasin, quoi. Mon entreprise qui de vente en ligne, ouais. des systèmes comment dire ça, informatiques, c'est-à-dire les cartes mères, machin, tout ça, et aussi réparer les téléphones derrière, tout ce qui est remplacement d'écran, remplacement de batterie, remplacement des cartes mères et tout ça. Ouais. Mais le projet ne va pas aboutir maintenant parce que je ne remplis pas certaines conditions. Tu connais la France. Ouais. Voilà. Pour avoir ton entreprise, il faut avoir certaines choses qu'on te demande d'en avoir, mais que je n'ai pas encore. Mais c'est encore en étude. Et après ça aussi, je suis président fondateur d'une association qui s'appelle Organisation des hommes intègres de Nantes. Ouais. C'est une association qu'on a créée entre communautés de Burkinabés, plus précisément les Dissa, parce qu'il n'y a pas une autre communauté de Burkinabés avec nous, qui sert à aider. Vu la galère qu'on a eu, il n'y avait pas un mouvement sur place qui pourrait nous aider, qui aide les nouveaux arrivants. C'est-à-dire, quand quelqu'un arrive aujourd'hui, tu veux faire tes papiers au pays, il n'a pas d'argent, l'association pourrait financer. Ouais. Vous avez tous les papiers, toutes les démarches. Tout. On a un papier de la mairie, l'association a un compte bancaire, il y a tout, il n'y a rien qui nous... C'est-à-dire, l'association est légalement reconnue. Par la préfecture. Par la préfecture. D'accord. Voilà. Ok. Si tu as mis ton projet en place, on va en parler. Ton procédé, voilà, pour vendre les cartes mères ou les réparations des téléphones. Ouais. Si tu as mis ça en place, on va en parler. Ok, Nassidou. Quand tu repenses aujourd'hui à ton parcours, est-ce que ça te rend fier de toi? Ça ne me rend pas fier. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Oui. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses. Mais je ne suis pas encore atteint l'objectif final. C'est quand j'aurai atteint l'objectif final que j'accorderai une place à cette fierté. Mais si je commence à être fier dès maintenant, ça peut monter dans ma tête. On va oublier le passé. J'abandonne le reste. Okay. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? Et mon objectif, c'est comme un peu tout le monde, une indépendance. C'est-à-dire dire que voilà, aujourd'hui, je ne compte plus sur personne. Même si c'est le cas déjà, je ne compte plus sur personne et pouvoir décider du jour au lendemain d'aller où je veux. Aujourd'hui, j'ai des obligations auprès de mon employeur. Je ne peux pas décider du jour au lendemain en disant que je veux partir à tel endroit. Et ça, c'est pas une indépendance. Je dépends encore d'une entreprise. Je pense que tu es sur la bonne voie parce que tu as fait déjà un grand pas. Tu as des projets. Le problème aujourd'hui, si tu as un projet déjà dans la tête, tu sais là où tu vas, c'est bien déjà. Je pense que Dieu va te faciliter en fait le reste. Voilà. Inch'Allah. Est-ce que si cette voyage était à refaire, oui, toi, tu allais refaire? Oui, je le referais. Pourquoi tu allais le refaire? Pourquoi je dis que je le referais? Oui. Je le referais parce que cette souffrance que j'ai endurée m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis de voir un autre l'angle mort. Voilà, un autre angle mort de la vie que je n'aurais jamais imaginé. Voilà, que je n'aurais jamais imaginé si je n'étais pas sorti. Même si je réussis dans mon commerce que je faisais là-bas et que je suis vraiment riche, mais je n'aurais pas cette mentalité-là. Tu vois, une mentalité complètement ouverte, une mentalité qui accepte
les gens tels qu'elles sont, Ouais. sans les porter forcément jugement. Une mentalité qui veut avancer sans détruire l'autre. Une mentalité qui est jalouse, qui a une jalousie positive. Il a cette chose. Pourquoi pas moi? Si je fais, non, pas pourquoi pas moi-même, mais si je fais comme il fait, j'en aurais aussi. Il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas. Tu vois, mais pas chercher à détruire l'autre pour avancer. Et si tu comprends, Ouais, je comprends. si j'étais resté au pays, je n'aurais pas toutes ces mentalités-là. Et pour toutes ces mentalités, et puis, à cause des belles personnes que j'ai rencontrées aussi, comme un Malien aussi à qui j'ai été pendant longtemps en coloc, machin, tout ça. Une très belle personne. Ouais. On a vécu ensemble pendant, quoi, 5 bonnes années. Je peux t'assurer qu'un seul jour où on a eu une petite histoire de dispute, Ouais. il n'y en a pas eu. Wow. Quelqu'un qui a toujours été là pour moi quand j'ai besoin. Tu sais, à un moment donné, moi, je fumais. Et tu connais les fumeurs avec... Bah oui, bah oui. fumeurs qui ne travaillent pas, tu connais avec ses soucis. Ouais. Mais à chaque fois que j'ai besoin, il a toujours été là pour moi. Que ce soit financièrement, amicalement, même un conseil. Même un conseil, hein. On est dedans. Mais malheureusement, c'est vrai que on dit l'amour rend aveugle. L'amour est venu nous séparer parce qu'à un moment donné, lui, il était en couple. Moi aussi, j'étais en couple. On voulait vivre avec nos copines. Mais bon, après, on a essayé. Ça n'a pas marché. Mais je pense que si c'était pas les histoires de couple, on serait toujours en train de vivre ensemble aujourd'hui. Parce que je peux te dire que une personne comme le D, il n'y en a pas. C'est vraiment une personne en or. Ok. Quel conseil donnerais-tu à un jeune Burkinabé ou bien un jeune Africain qui veut voyager pour venir en Europe? Franchement, je ne conseille pas à un jeune du pays de venir ici. Oui. Parce que si la personne a écouté tout ce qu'on a eu à aborder, Ouais, c'est vrai. sans oublier qu'il y a certains paramètres où on n'est pas rentré dedans. Ouais. Il y a certains détails dont on n'est pas rentré dedans pour éviter que la vidéo ne prenne toute une journée. Franchement, si t'es pas costaud, t'es pas sur tes pieds, ils oublient. Sauf qu'à partir du moment où tu prends ton sac, tu sors, même si tu arrives en Europe en espace d'un mois, tu as ce qu'on appelle un travail d'intégration. D'autres ont eu la chance, hein, mais tout le monde n'aura pas cette chance-là. C'est un travail d'intégration qui te permettra de perdre 5 ans facilement. J'étais à l'école, j'ai fait 6 ans à l'école. Et pendant ces 6 ans-là, ma famille vont penser que je suis en Europe, je travaille, mais je ne réalise rien. Alors que je suis parti à l'école. Donc 6 ans perdus gratuitement. Si un jeune aujourd'hui, pour venir aujourd'hui, c'est pas petit d'argent, hein. C'est 4 à 5 millions et tout ça là, pour venir en Europe. Si un jeune a 5 millions aujourd'hui au pays, qui décide de l'investir raisonnablement, en prenant des conseils des personnes qui ont réussi, il peut s'en sortir mieux qu'un Européen. Aujourd'hui, nous-mêmes, on est ici, là, qu'est-ce qu'on gagne? C'est compliqué. C'est vrai. On ne peut pas être riche. C'est juste que on ne peut pas manquer De l'argent. de quoi manger, Ouais, quoi manger, ou ouais. l'argent. Ouais. Sinon, tu es ici, tu gagnes, je sais pas, moi, même si tu prends 1 million par mois, tu as déjà ton appartement à payer 500 000. Tu as ta bouffe à payer 300 000. En fait, tu n'as encore rien fait, l'argent est déjà fini. Nous sommes des machines ici de production. Il y a des générations comme moi, mes camarades à qui on a quasiment le même âge. Aujourd'hui, quand je rentre au pays, je les vois. Ils vivent bien. C'est des pères de famille qui ont une vie stable, mariés, avec des enfants. Il y a un petit commerce qui s'en sort très bien. Oui. Une esprit tranquille. Lui-même, il sort le matin, il est propre dans son truc, son petit bonnet et tout ça. Il va s'asseoir devant son commerce. La chair là, ça se repose. Mais nous, en espace de quelques années là, on devient vieux, mais parce qu'on est des machines de production. Boulot, maison, manger, dormir. Boulot, maison, manger, dormir. C'est un cercle comme ça, beaucoup. C'est un beaucoup qu'on aura encore. C'est comme ça tout le temps. Si tu as la chance encore de voyager, là, alhamdoulilah. Mais toi, tu voyages beaucoup? Moi, je voyage beaucoup.
Je vais pas te mentir, je suis quelqu'un qui peut pas rester sur place. Depuis que j'ai commencé à m'enforcer un peu, je peux pas rester sur place. Tu fais les sacs et puis boum, tu es parti. Cette année, j'ai fait quoi? Cette année, j'ai fait, l'année 2025, j'ai fait Portugal, l'Italie, l'Espagne, le pays, des fois, en espace de 1 an. Wow, c'est pas mal. Donc, quand j'ai un peu seulement, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de moyens pour voyager. Ce que j'ai un peu, parce que j'ai aussi la chance de se dans une entreprise où c'est nous qui décidons quel moment on prend nos vacances. C'est pas, allez, on donne vacances à tout le monde d'un coup comme ça, allez, sinon, toi tu choisis tes moments, les moments de stratégie, tu calcules bien où est-ce que, quand est-ce que tu veux voyager, tu poses tes vacances. C'est bien. Notre entreprise, ça fonctionne comme ça. Et c'est bien, franchement, ça me va. Ça se passe bien au travail? Ouais, tellement, ça se passe tellement bien que, bon, jusqu'on aurait aimé avoir un peu plus de paye. Bah, oui. Mais ça, c'est la guerre comme tout le monde. T'as demandé augmentation? Ouais, toujours. Chaque année, moi, je demande. Moi, c'est comme ça. Chaque année, il faut que je monte en haut, je vois mon boss, je demande. Ouais, ok. Ok. Quels sont tes projets à venir? Mes projets à venir, actuellement, je suis vraiment en train de travailler fort avec mes pays, avec mes frères au pays. Qui dit aussi, tu sais, comme tu disais, la réussite, c'est pas forcément là. Ouais. Moi, mon objectif aussi principal, c'est que le jour où je vais dire que j'ai réussi, il ne faudrait pas que mes frères soient toujours dans la même position. Quand je vais réussir, il faut qu'on dise... La famille, quoi. La famille a réussi. Ouais. Je suis en train de travailler avec mes frères là à fond. J'investis un peu dans tout et n'importe quoi. Je ne suis pas donné les détails ici, mais j'essaie de donner une place à chacun de mes frères. Pas rester un sur la route, mais qu'on émerge ensemble. C'est-à-dire, on va essayer de faire en sorte d'avoir une entreprise familiale où tout le monde pourrait gagner son pain dedans. Pas que pour moi, hein. Pour moi, c'est pas grave. Je me bats pas. Aujourd'hui, là où je suis là, je ne me bats pas. Mais quand on va dire il a réussi, il faut que ça se voit sur mes frères que j'ai réussi. Mais je mène aussi mon combat qui est ici. En France, ça n'a rien à voir avec le pays. C'est mon combat à moi. Mais ça ramène toujours le même résultat. Même résultat, ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tu as une chose importante à rajouter? Si je dois rajouter quelque chose, c'est que je vais m'adresser directement aux jeunes africains. Ouais. J'ai un ami souvent dans l'école qui aimait trop me dire ça. Il me dit mon gars, quand tu es né en Afrique, la vie te mène déjà des euros. Des euros? Oui. C'est une expression. Pour dire que la vie te mène, dans les règles footballistiquement parlant, la vie te mène déjà des euros. Et si tu as le malheur de vivre encore dans une famille pauvre, la vie te mène 4-0. Maintenant, si tu es né garçon, il faut que tu te bats. Pour les femmes, c'est pas grave. C'est leur mari qui les égalise pour eux. Il faut que tu te bats pour égaliser les 4-0. Ensuite, chercher à venir au score. Ensuite, chercher à prendre de l'avance. Comme je regarde dans le football, j'ai rarement vu une équipe menée de 4-0 et égaliser et puis gagner. Donc, nous, en quelque sorte, on doit partir sur l'idée qu'on est déjà des perdants. On n'a plus rien à perdre, il faut foncer. Tout projet que tu as, ne regarde pas, n'écoute pas les intellectuels qui te disent que ça ne va pas marcher, alors que lui-même, il n'a jamais essayé. Quand tu as quelque chose, quand tu as un projet et sous, lance-toi, fais-le, échoue, apprends. Ce n'est pas en étudiant théoriquement qu'on apprend, qu'on peut déduire si ça marche ou pas. Et travailler aussi. Je viens de travailler. Il ne faut pas attendre que l'aide vienne par miracle de quelqu'un. La première personne à compter dessus, c'est toi-même d'abord. Après, c'est les autres. Après, les autres, c'est-à-dire quand tu prends beaucoup, trop même sur toi-même là, tu n'attends plus rien des autres. Les autres, ça va venir tout seul, sans même que tu te rendes compte. C'est vrai. Mais quand tu commences dès le départ à compter sur d'autres, tu oublies quand même que tu es capable de réaliser certaines choses. Et il y a beaucoup de choses aussi que j'aime souvent dire. Ce n'est pas parce que tu as un diplôme de médecin que tu n'es pas capable
de bricoler chez toi. Parfois, on prépare un diplôme, hein. Mais c'est après qu'on se rend compte qu'on est beaucoup plus doué dans autre chose que le diplôme qu'on a préparé. Ah oui, c'est vrai. Il en faut. Oui. Donc, pour aussi dire, n'ayez pas peur de prendre des initiatives, de sortir des zones de confort que vous êtes déjà. Ok. Est-ce que tu as déjà échoué l'un de tes projets? Échouer, je ne veux pas dire que échouer, mais puisque je n'ai pas encore lancé en envergure mes projets. C'est vrai que j'ai déjà lancé des petits trucs qui n'ont pas marché, mais ça ne veut pas dire que c'est un échec. C'est juste qu'on n'a pas fait les choses comme il faut. Donc, je vais relancer le même projet et puis je vais essayer d'ajuster certaines choses. Et c'est ce que j'ai fait. Ok. Quel message aimerais-tu laisser les gens qui nous regardent ou bien les gens qui nous écoutent aujourd'hui dans le monde entier? Soyez vous-même. Battez pour vous. Dans le monde actuel où on vit là, soyez vous-même, battez pour vous et restez sincères. Et si je dois dire aussi à nous, les gens qui sont au diaspora, ayez le courage de dire non. Tu sais, le mot non là, parfois on a du mal. Franchement. Ça fait mal, ça blesse. Mais il faut qu'on ait souvent cette courage de dire non, ça ne me plaît pas. Non, ça ne me plaît pas. Mais moi, je fais partie de ces gens-là qui ont du mal à dire non. Mais il faut qu'on ait un jour le courage de dire à certaines personnes non. Sans le mot non là, pas sincère. Ok. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un dernier mot vraiment important? Ou tu as un conseil à lancer encore? J'ai essayé de m'insister là-dessus en fait. Non, Dernier mot. si j'ai un dernier mot, je dirais plutôt que la paix revienne vite dans mon pays. Et que j'envoie toutes mes forces à notre capitaine Ibrahim Traoré, Ouais. qui fait un travail remarquable jusqu'à aujourd'hui. Et on la soutient pour cela. Ok. Et qu'on espère que la paix va revenir très bientôt. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Les gars, on arrive à la fin de cette émission. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager maximum les gars. On se dit en tout cas merci d'avoir nous écouté. On se dit à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci. Merci beaucoup Anna Sidou. Vas-y. Merci. Ça fait plaisir. Merci.